Donc nous saluons que ce décret soit la traduction, quoi qu'on en dise, des recommandations de la commission d'enquête à travers son rapport du 6 juillet 2017, qu'il respecte la DPR, et c'est encore le droit d'une majorité d'avoir une DPR, qu'il se base sur d'autres analyses faites sur le fonctionnement des GRD, et par exemple le rapport de la COAP du 29 mai 2017 sur la simplification des structures des GRD, et enfin que ce décret respecte aussi les directives européennes, que ce soit celles qui sont déjà appliquées ou celles à venir. Le décret va même plus loin. Le décret, le ministre l'a évoqué à plusieurs reprises en commission en indiquant que ce décret se fonde sur l'unbuilding de propriété, qui effectivement n'est pas exigé par les directives européennes, mais qui est chaudement recommandé. Pour ceux qui penseraient qu'on va trop loin, le modèle hollandais va plus loin encore que le nôtre et il a été validé par la Cour de justice européenne. Ce décret vise à réformer la structure, le rôle et les missions des GRD wallons et plus généralement à faire évoluer les règles de gouvernance. Il était essentiel d'assainir la situation des GRD, en particulier à Reza, c'est clair, mais pas seulement, puisque, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons un rapport de la COAP de mars 2018 qui soulève par exemple un certain nombre d'irrégularités à corriger au réseau d'énergie de Wavre. Par ailleurs, dans le contexte européen de transition énergétique, les GRD doivent intégrer une production de plus en plus décentralisée, avec de plus en plus de prosumers et bientôt des micro-réseaux. Il y a une demande de davantage de flexibilité de la part des producteurs et clients finaux. Enfin, les actionnaires des GRD, que sont notamment les communes et les provinces, doivent continuer à jouer un rôle en matière de développement durable et de transition énergétique. Voilà pour l'introduction. Le travail d'audition a été très utile et nous avons eu, M. Dermagne, l'occasion d'entendre deux modèles. Le modèle de Damien Ernst et de Paul Hayes, parce que c'était vraiment un copier-coller dans l'expression, qui, selon moi, revient à s'appuyer sur une mission de service public pour développer, soyons clairs, un projet industriel qui est certes public, mais qui est aussi largement commercial. Damien Ernst, et je l'ai dit en commission, parlait de bons coups dans le chef d'Elia et de Fluxys dans le cadre d'investissements à l'étranger. Donc, M. Dermagne, quand vous évoquez M. Ernst, il n'est pas dans la philosophie des recommandations de la commission d'enquête. Je crois que ça ne saurait pas être plus clair. L'autre modèle est celui défendu par la COAP et par ORES, et c'est le modèle du décret, le modèle de pure player. Au moins, le décret tranche dans ce débat. Il est clair, et cette radicalité nous plaît, car elle a le double mérite de la simplicité et de donner une ligne de conduite commune à tous les acteurs. Nous saluons les discussions en commission lundi. Nous avons travaillé longtemps, on a posé beaucoup de questions, on a eu les réponses aux questions posées. Il y a eu des amendements tant de la majorité que des colos. Et je voudrais saluer la cohérence des colos qui s'est inscrit dans la ligne du décret et qui a veillé à la qualité du texte. Philippe Henry l'a rappelé, de nombreux amendements écolos ont été estimés pertinents et intégrés. Un des amendements de la majorité a clarifié l'entrée en vigueur du plafond de rémunération. Ce sera donc bien 245 000 € maximum indexés, etc., etc., au 1er juillet 2018, sans possibilité de dérogation. J'ai entendu M. Marcourt ce matin, sur la première, dire qu'il n'y aura pas de demande de dérogation sur les montants salariaux à Reza. Mais encore heureux. Encore heureux. D'abord, ce n'est pas possible de demander une dérogation sur ce point, donc la réflexion est sans objet. Ensuite, si le directeur de la COAP, dont la responsabilité est écrasante, si la patronne du SPW, si l'administratrice générale du Forum, ce sont des exemples, il y en a d'autres, qui sont toutes des personnes de qualité, si ces personnes sont capables de s'impliquer avec engagement dans une mission d'intérêt public dans le cadre du plafond de rémunération, voire en dessous, et parfois bien en dessous, alors un patron de GRD doit pouvoir le faire aussi. D'une manière générale, je suis favorable à l'initiative industrielle publique. Mais si la motivation des managers, amenée avec un beau sourire comme étant une contrainte d'un marché concurrentiel, est d'avoir des rémunérations à l'horizon du million d'euros, alors oui, le projet d'André Coles a bel et bien été dévoyé. J'entends le président de Netis, dans la presse samedi, dire qu'un certain nombre de cadres risquent de quitter l'entreprise. Je ne parle pas spécialement de Reza, mais peut-être plus de Netis, même si ce n'est pas l'objet aujourd'hui,
si leur rémunération est alignée sur la modique somme de 245 000 €. Parmi ces cadres, pas tous, mais parmi eux, il y a des socialistes. Stéphane Moreau en tête. Est-ce cela le socialisme? Vous allez me dire, c'est bien pour cela que Stéphane Moreau a été exclu du PS. Fort bien. Mais je peux vous dire qu'à Liège, dans les faits, rien n'a changé. Tout ce petit monde continue à se voir. Le club des 5 est passé à 4 avec le départ d'André Gilles. Mais ce club est toujours là, toujours à la manœuvre. Oui, ça vous dérange, mais... Non, on vous demande d'être juste, alors parlez de M. Drillon également. M. Drillon n'est plus membre du PSC, du CDH. Oh, du PSC, non, en doute ça. Et il n'est plus dans les petits cercles. C'est ça la différence. Il n'est plus dans ces petits cercles. C'est fini, c'est terminé. La Socof. Il n'y a plus personne au CDH à acheter. Vous ne nous acheterez plus personne. C'est terminé. Surtout plus rien à acheter. Hein, donc. Ce matin, M. Dresse démontre qu'on peut être grand et petit à la fois. Ce matin, M. Marcourt sur la première. S'il n'y avait pas eu ces expressions, j'aurais fait un autre discours. M. De Meyer sur Bel RTL. On dit tous les deux le mal qu'ils pensaient de ce décret GRD, en appelant les députés socialistes liégeois à voter contre. Alors je les cherche du regard, ils ne sont pas là, j'espère qu'ils seront là tantôt. À midi sur la première, j'ai entendu un journaliste dire que, à bonne source, excusez-moi, je reflète des propos que j'ai entendus à la radio, il apprend qu'il y a des pressions sur les députés socialistes liégeois, avec un chantage sur la place qu'ils pourraient occuper ou ne pas occuper aux prochaines élections. Et j'ai envie de demander à mes amis ici, députés socialistes dans l'Assemblée, si c'est exact. Madame Gérardon a déposé en fin de commission un amendement qui a finalement été retiré, mais cet amendement, il est là, et c'est derrière les propos de M. Marcourt et de Meyer ce matin, l'amendement qui revient. L'amendement dit ceci. Le gouvernement s'engage à compenser les coûts et les pertes des gestionnaires de réseau résultant directement ou indirectement de la mise en œuvre du présent décret. Le gouvernement, agissant raisonnablement et de bonne foi, ne pourra refuser la compensation des coûts et des pertes des gestionnaires de réseau que s'il est manifeste que les coûts et les pertes postulés par les gestionnaires de réseau ne résultent pas directement ou indirectement de la mise en œuvre du présent décret. Et la justification fait aussi appel aux difficultés financières de personnes liées à la précarité énergétique. Donc on appelle aussi ce type d'argument. D'abord, et M. Wall l'a dit ainsi que d'autres, cet amendement est contraire aux directives européennes. Il a été qualifié d'anticonstitutionnel, raison ou prétexte pour lequel votre groupe l'a finalement retiré. Mais sur le fond, oui, parlons des synergies et des dysynergies. 8 millions dans le chef de RESA selon McKinsey. Ce rapport que nous n'avons pas, que les administrateurs eux-mêmes n'ont pas, ce qui est invraisemblable. Et je partage les interrogations de Mme Capompolé lundi sur ce chiffre de 8 millions. Peut-on s'y fier? M. De Meyer a même dit à la radio 30 millions. Et Paulet a expliqué en commission d'où venait Ernst, à qui vous avez posé la question en commission, qui vous a répondu, qui est quand même professeur d'université. Et vous avez cité des choses, mais quand on veut être complet, oui. Et j'ai lu le compte-rendu relativement, et vous posez explicitement cette question-là, M. Ernst. Oui. Professeur d'université, c'est quand même pas remettre ses qualités en cause. Et il vous répond, est-ce que ça va coûter plus cher? Il répond oui, ça attaquera les dividendes et ça coûtera plus cher aux citoyens. Vous demandez dans quelle proportion? Il vous répond, vous venez à la tribune faire il me répond rendu, quoi? Je vais vous dire ce qu'il m'a répondu. Vous venez à la tribune faire je vais vous dire ce qu'il m'a répondu, M. Ernst. Cet aspect-là des choses. Je trouve que c'est pas rigoureux de manière intellectuelle. Et je pense que votre intervention, on fait de la politique, elle est fort orientée, il ne faut pas essayer de prendre de la hauteur, c'est tout l'inverse qui se produit. Vous n'étiez pas en commission lundi, mais par rapport aux auditions, vous étiez présent. Heureusement, chez Lire, monsieur. J'ai effectivement demandé à M. Ernst, il m'a dit je ne sais pas confirmer ou infirmer les 8 millions, ça coûtera quelque chose. La fourchette basse, c'est peut-être 4 millions d'euros. Et quand j'ai cité les 30 millions de M. De Meyer, Paul Hayes a répondu, il y a 8 millions récurrents dans le chef de RESA, il y a un one-off de 2 millions dans le chef de RESA, et il y a 12 millions dans le chef de Netis. On ne parle pas de Netis aujourd'hui, je ne parle que de RESA. Les chiffres sont ceux-là. C'est ceux-là que je répercute. Il n'y a aucune fausse information dans ce que je dis ici. Le ministre, autre élément, s'est étonné du nombre d'études de consultance, avec de gros montants commandés dans le chef de RESA et de Netis. Et on peut dès lors se poser la question, le ministre ne l'a pas fait, mais moi je le fais. Et quelque part, Mme Capompolé s'interroge aussi. Y a-t-il beaucoup de consultants parce que le management n'est pas capable,
Ou y a-t-il beaucoup de consultants parce que le management achète la confirmation extérieure d'une opinion interne? Le ministre l'a dit à plusieurs reprises, s'appuyant sur le rapport de la COAP du 1er mars 2018. C'est ça le plus important, Monsieur Collignon. Les 8 millions de synergies sont le fruit d'irrégularités. Je m'en fous que ce soit 3, 4, 5, 8, 10 ou 15. Elles sont le fruit d'irrégularités. Lisez le rapport de la COAP du 1er mars. Lisez-le. Page 23, 12 recommandations pour remettre simplement sur le plan de la gouvernance RESA sur les rails. C'est ça le problème, c'est le fruit d'irrégularités. Si RESA avait respecté la réglementation, je ne parle pas de la future qu'on va voter, je parle de l'ancienne, RESA ne bénéficierait pas de ces synergies. Alors quand Mme Gérardon demande par son amendement que le gouvernement verse 8 millions d'euros à RESA, parce que c'est ça qu'il y a derrière le texte que j'ai lu tout à l'heure, à date de l'entrée en vigueur du décret, oui, comme l'a dit mon collègue Dimitri Fourny, c'est le casse du siècle. C'est cela que M. Marcourt et M. De Meyer ont demandé ce matin, et je demande au groupe socialiste ici de ne pas se laisser embarquer dans cette aventure. Sachez-le, le décret permet à RESA de vivre, que ce soit de manière autonome ou en synergie avec d'autres GRD. Le décret ne contrarie pas le maintien de l'emploi, même au niveau des call centers. Ces call centers devront certes évoluer, mais l'emploi n'y est pas remis en cause. Le décret permettra à RESA de poursuivre un soutien à l'initiative industrielle publique. J'ai interrogé le ministre. Est-ce que demain, avec le nouveau décret, par le biais de dividendes et de l'actionnaire, RESA pourrait continuer à soutenir l'initiative industrielle publique? La réponse du ministre, et c'est la loi, c'est oui. Donc le décret ne contrarie pas le soutien à l'initiative industrielle publique. La différence, et le ministre l'a souligné, c'est que les décisions devront être prises de manière transparente en Assemblée générale. C'est très important. J'étais présent au conseil communal de Liège du 25 juin 2012, quand Jean-Pierre Graffet, conseil communal à l'époque, a mis en garde le conseil communal, lorsqu'une délibération nous était soumise pour permettre à Tectéo de créer 2 filiales. Et Jean-Pierre Graffet a dit ceci: le conseil d'administration de l'intercommunal ne deviendra-t-il pas une coquille vide ayant perdu tout pouvoir décisionnel? Et c'est ça qui s'est passé. En 2014, je vais vous faire un aveu, j'étais en colère, notamment contre Dominique Drillon, puisque son nom a été cité, lors du rachat des éditions de Vers l'avenir, en catimini, avec un motif annoncé qui était « mais ça permettra de faire des synergies avec vous, qui sont indispensables vu l'évolution du marché. Le câble a besoin de contenu pour survivre. » 4 ans après, il est où ce contenu sur la plateforme de vous? Il est où? Cherchez bien, il est où? Il y a une icône qui permet d'acheter le journal du matin. C'est tout. Il y a une icône qui permet d'acheter le journal du matin. C'est vous, c'est tout. Et c'est ça qu'on a fait en 2014. C'est honteux, c'est scandaleux. Je l'ai dit en interne, je le dis en externe. Ah oui, vous n'étiez pas parlementaire, vous ne l'avez pas dit au bon moment. Ça. Monsieur Collignon. Refaites l'histoire. C'est pas ça la question. La question, c'est que les montages réalisés la question, c'est que c'est très facile, à dessein. C'est facile de lire. On fait des écrans. De se poser en acteur. On fait des écrans. Monsieur Dresse, entre l'autorité publique et le management. Monsieur Collignon. Le management a pu faire tout ce qui lui plaisait. Monsieur le Président, j'ai le droit de répondre quand même. Monsieur Collignon, inscrivez-vous dans le débat. Allez-y, il n'y a pas de problème. On aura plaisir à vous écouter. Inscrivez-vous dans le débat à la tribune. Je sens que vous brûlez. Non, mais je n'entends pas Monsieur Fourny. Non, mais Monsieur Collignon, c'est bien d'avoir du respect pour Monsieur Fourny, mais si vous respectez un tout petit peu l'ordre des choses, et comme premier vice-président, vous le mesurez mieux que n'importe qui, si vous voulez intervenir, je peux encore vous ajouter à la liste des intervenants, et vous aurez toute l'occasion de contredire ou d'appuyer le propos des uns et des autres. Voilà, je vous en laisse la possibilité, de telle manière que nous puissions mieux nous entendre. Vous aimez comme moi l'interactivité, de temps en temps, ça fait du bien au Parlement. Dernier élément dans l'objet qui est le mien pour l'instant, le décret n'entraînera pas une hausse des tarifs. La COAP a validé les grilles tarifaires d'ORES et de RESA pour la période 2019-2023. Plus 5% sur cette période concernant ORES, plus de 4% pour RESA, soit moins que l'inflation et donc une baisse en termes réels. Le ministre l'a confirmé lundi,
le décret n'induit en rien une modification de ce schéma tarifaire. Monsieur Dermagne, la notion de pure player va-t-elle restreindre l'émission des GRD? C'était votre propos central tout à l'heure, après avoir dit que vous étiez 1000% d'accord avec le décret. Eh bien non. Le décret va juste mieux baliser. C'est en tout cas ma lecture, c'est ce que j'ai compris, et si le ministre n'est pas d'accord avec moi, qu'il le dise tout à l'heure. Pas de souci pour ce qui est du cœur de métier du GRD. Pour le reste, le GRD pourra, je reprends l'inventaire fait par le ministre en commission, soit procéder via des marchés publics, quitte à finalement opérer lui-même si le marché n'est pas convaincant, soit s'appuyer sur sa mission de facilitateur de marché, soit procéder par projet pilote, soit enfin procéder via une habilitation du gouvernement wallon. Il y a donc une grande souplesse au modèle. Je ne vais peut-être pas entrer plus dans les détails techniques, on l'a fait abondamment lundi. Le décret donne donc un cadre très clair, tout en faisant preuve de beaucoup de souplesse sous l'œil vigilant de la COAP et du gouvernement wallon. Comme humaniste, je suis ici pour défendre l'intérêt général, mais j'ai aussi la préoccupation de la région liégeoise en l'occurrence qui m'a amené au Parlement de Wallonie. Après quasi une journée de travail en commission lundi, je veux témoigner que je suis parfaitement en phase avec le projet de décret tel que nous l'avons voté en commission, c'est-à-dire avec les différents amendements. Autant j'avais des interrogations en entrant en commission, et j'ai refusé de parler à la presse, je voulais avoir la réponse, autant j'avais tous mes apaisements en sortant. Dans certains milieux liégeois, il est de bon ton de se dire meurtri, voire de se sentir agressé par le Parlement wallon et sa commission d'enquête parlementaire Publifin. Ce serait Liège contre le reste de la Wallonie. Je cite Madame Defraigne. Netis ne doit pas être le prétexte pour tuer Liège. Ou encore, Stéphane Moreau, c'est devenu Val-de-Mort. Où est Madame Defraigne? Monsieur Marcourt, ce matin, les socialistes liégeois sont contre ce décret. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que l'on mette sur Reza des surcoûts, des irrégularités, qui vont faire en sorte que le gestionnaire de réseau va coûter 8 millions d'euros par an de plus aux consommateurs liégeois. Monsieur le ministre, Monsieur Cruc, cette affirmation est-elle vraie ou est-elle fausse? Monsieur Marcourt, ce matin encore, nous ne comprenons pas pourquoi il n'a pas été possible pour le ministre Cruc de trouver une solution. Nous lui avons pourtant fait des propositions tout à fait claires pour qu'il n'y ait pas de surcoût pour le consommateur. Monsieur le ministre, de quelle proposition s'agit-il? Monsieur Dermagne, où sont vos amendements? Liège contre le reste de la Wallonie. Je veux m'inscrire en faux contre ce manichéisme facile. J'ai été meurtri, en décembre 2016, de découvrir l'ampleur des dérives mises en place au sein de l'intercommunal Publifin et du groupe Netis. Et je ne parle pas seulement du scandale des comités de secteur. Lors des auditions, Paul Hayes, directeur financier de Reza Netis, a indiqué être en désaccord avec les interprétations de la COAP. Pierre Meyers, président de Netis, a dit dans la presse samedi qu'il entendait monter aux barricades. Avec ce décret, le Parlement siffle la fin de la récréation. Le décret prévoit des sanctions claires. Fini le temps où Stéphane Moreau et ses amis activaient leur relais pour orienter les législations et, à défaut, organiser des montages pour les contourner. Nous avons approuvé à l'unanimité le rapport de la commission d'enquête, majorité comme opposition, liégeois comme non-liégeois. Les travaux en commission lundi ont démontré que le décret GRD que nous allons voter reprend intégralement les recommandations de la commission d'enquête. Le Parti socialiste s'est abstenu en commission, malgré les réponses, selon moi, convaincantes, apportées à ces nombreuses et légitimes questions, et nous en avons partagé beaucoup ensemble. Cette abstention venant d'un parti de l'opposition, j'ai entendu M. Cruc dire ça, vaut presque assentiment. J'espère que vous voterez avec nous tout à l'heure, de manière à recréer l'unanimité construite autour du rapport de la commission d'enquête. Et enfin, mon dernier propos est relatif à l'avenir. Je serai beaucoup plus bref. Quid d'une fusion des GRD? Cela a été évoqué lors de la commission lundi. Nous tenons à le rappeler, nous le savons, ce décret ne parle pas de fusion, c'est une évidence, mais en plus, il n'oriente pas non plus une fusion. Le ministre, dans un souci de transparence, nous a indiqué avoir demandé aux deux CEO et à leur président d'étudier la possibilité d'une fusion entre ORS et Reza. Ce serait possible à moindre coût et sans cas social, nous a dit le ministre. Fort bien, l'avenir se prépare. Il était important pour moi et pour mon groupe de vérifier que ce décret n'était pas un instrument pour mettre en terre le genou de Reza. Ce n'est pas le cas.
Les négociations peuvent donc s'opérer d'égal à égal. En toute hypothèse, la décision finale devra être prise par les actionnaires. On verra alors si le PS liégeois retrouve la raison. Je vous remercie.